Bonjour Gildas. Bonjour Magali, t'as vu le programme DigiDE, l'atelier sur l'arbre qui va démarrer? À ce qui paraît, l'arbre c'est un pilier de la biodiversité et de la résilience face au dérèglement climatique. Mais pourquoi l'arbre c'est important? L'arbre peut capter du CO2 et produire de l'oxygène, ramener la biodiversité, améliorer la fertilité du sol et permettre l'eau de s'extraire, éviter l'érosion, faire barrière contre les vents, amener de l'eau et de la fraîcheur pour les animaux et les hommes. Et tout ça gratuitement. Mais très bien, mais où est-ce qu'on va tous les planter ces arbres? Il va falloir que les arbres reprennent leur place dans nos villes, dans nos champs, et aussi il faut qu'on préserve les forêts. Mais attention, on plante les bonnes espèces aux bons endroits. Bienvenue dans cet atelier sur la reconquête des territoires grâce aux arbres. Et ben, cet atelier va nous permettre en fait de pouvoir dégager des possibles arborées, avec notamment un atelier qui est organisé par la commission agriculture, avec notamment Magali de Artus Oliveira. Et d'Astuart, en collaboration avec Julie Nicolas, co-animatrice de la commission biodiversité de ELV, et Axel Dumont, responsable de la commission habitat et urbanisme de ELV, qui vont venir sur cet atelier. Intervenante de qualité, nous avons Catherine Moret de l'AFAC, qui est l'association française des haies et de l'agroforesterie. Nous avons aussi Adeline Favrel, qui est chargée du réseau haies de la France Environnement, ainsi que Marie Toussaint, qui est juriste en droit national et de l'environnement et qui est élue au niveau européen au sein de Europe Écologie Les Verts. On va commencer alors par l'arbre en ville avec Julie et Axel qui vont nous en parler. Je commence. Donc merci à tous les deux. Donc en effet, l'arbre en ville, c'est un véritable sujet. On l'a vu notamment avec les dernières municipales. Hein. On a eu vraiment ça a été la grande question écologique durant les municipales, qu'on soit candidat de droite ou de gauche, était qui aura le plus d'arbres en ville, qui valorisera le plus sa ville. Et ça pose des vraies questions. Ça pose des vraies questions parce que d'abord notre relation à l'arbre. L'arbre dans la ville. Mon premier point, une petite rétrospective historique. En ville, on a l'arbre, il n'est pas apprécié dans la ville. Il est le symbole d'une nature qu'on veut dompter, de cet homme qui conquiert, qui s'installe, qui prend possession, qui est maître et possesseur de la nature. Et c'est un objectif utilitaire, au sens où l'arbre sert à la consommation de bois, sert pour le charbon, etc. Donc on a d'abord cette vision utilitaire de l'arbre comme une nécessité, et on le voit avec par exemple Sully qui impose une grande haie pour que tout membre du royaume ait des arbres. On va ensuite avoir notre cher ami Descartes, et donc là on a cette vision de l'arbre qu'il faut posséder, qu'il faut tenir en haie, et donc à partir de là toute une conception de l'arbre en tant qu'objet utilitaire de décoration qu'il faut maîtriser. Et aujourd'hui on a cette modification, mais cette accentuation avec et qui est intéressant, ce capitalisme qui s'influe, qui aussi prend son rôle dans notre relation à l'arbre. On le voit aujourd'hui, l'arbre n'est pas un être vivant, c'est un produit. C'est un produit qu'on place dans les projets d'urbanisme, c'est un produit d'agrémentation, et ce que je disais au début, littéralement cette course à l'échalote, plantera plus d'arbres, est symptomatique de cette relation à l'arbre, parce qu'on n'est plus dans une relation d'un être vivant qui a des caractéristiques biologiques, des nécessités. On est dans une relation avec un produit. C'est qui plantera le plus d'arbres. Littéralement, on s'en fout du sol, de ses conditions de croissance, on se moque totalement, c'est juste qui le plantera. Et tout ça, il faut le changer. Et pour le changer, ça, mon deuxième point, c'est de la formation. C'est de la formation déjà
de nous, urbanistes, professionnels de la ville, on va dire, de repenser l'arbre, non plus comme cet outil d'agrément, ce produit, mais voilà, comme pilier caractéristique principal de tout projet d'urbanisme, et je dirais même de rénovation d'urbanisme, parce que ça, c'est un sujet que faudra Julie, mais on n'est plus à bâtir, on n'est plus à bâtir, on est à végétaliser, on est à faire cet urbanisme de reconversion de l'espace, et on a donc cette formation des professionnels qui est essentielle en fait. Et pour ça, il faut qu'on redonne de la place à d'autres professionnels aussi de la ville. La ville, c'est pas que les urbanistes, c'est pas que le pouvoir public, c'est pas que les architectes, ça doit être aussi les arboriculteurs, les forestiers, les spécialistes en fait de la forêt et des arbres, parce qu'on a besoin d'eux. Par exemple, l'ONF, des associations ou la fac, c'est en milieu rural, c'est la forêt, c'est autre chose, c'est pas dans le... Alors que si, parce que la ville est un et dans lequel l'arbre doit pouvoir évoluer, doit avoir sa place. Et aussi de formation, on a un enjeu de formation aussi des gestionnaires de la ville. Donc ceux qui la font, conception, c'est ça le vrai sujet, comment on conçoit cette ville avec l'arbre, et pas l'arbre qu'on vient ensuite ajouter, mais dans la conception, donc toute une formation doit être faite, encore une fois, avec les professionnels de la forêt, municipaux, on le voit, qui n'a jamais vu une magnifique haie d'arbres faire tailler en pièces une vraie exécution et on n'a plus que des troncs et ça on vous dit que bah non, l'arbre sera en meilleure santé après. C'est faux. Vous venez de littéralement zigouiller, c'est comme si on vous rasait les cheveux d'un coup et on vous dit ah mais vous êtes plus beau comme ça. Non, arrêtez. C'est voilà, on a une nécessité à repenser notre relation à l'arbre et non plus un produit d'agrémentation comme un mur qu'on peint, qu'on dépeint, qu'on change le papier, mais vraiment comme un être vivant. Et ce rapport-là, il nous réinterroge, et je finis sur ça, sur notre rapport citoyen, sur notre rapport, comment l'arbre, et je l'abordais hier dans mon atelier sur l'éco-construction, permet une reprise en main des citoyens de la ville, parce que on voit en plus des associations de quartier qui s'opposent à l'abattage d'arbres dans leur quartier, parce qu'on a une appropriation de l'arbre. Mais à la fois une reconsidération de celui-ci comme un élément intégrant d'un quartier, d'une vie d'un quartier. Et donc là, on a quelque chose qui est intéressant et qu'il faut pousser, nous écologistes, dans cette relation avec ces associations, parce que on a encore une fois ce mouvement citoyen de reprise de la ville en termes d'urbanisme, d'architecture, de paysagisme, par le bas, les citoyens, qui eux prennent conscience, parce qu'ils n'ont pas cette formation, ces schémas, qu'ont actuellement les professionnels de la ville et qui revoient cette relation à la ville et cette nécessité qui, eux, la ressentent. Et ça nous fera la transition avec Julie, cette nécessité de revégétaliser profondément la ville et de la réensauvager. Merci Axel, merci de me passer le relais comme ça. Ce que tu dis sur cette question du rapport à l'arbre, que finalement on ne l'aborde pas comme un être, mais c'est toute la problématique de la biodiversité en fait. Hein. Y compris ELV a été souvent classé parmi le parti des petites fleurs et des petits oiseaux. C'est parce que derrière, il y a un refus de comprendre les schémas qui sont derrière la nature, derrière les questions de biodiversité, les questions d'interdépendance. Et en plus, aujourd'hui, maintenant, on doit ajouter à ces questions d'interdépendance entre les espèces, entre les milieux et les espèces, on doit rajouter ces dépendances aussi avec l'être humain. On est en train de se rendre compte, on est vachement compte avec la crise du Covid, c'est que la question de la nature en ville, c'est une question marketing, c'est plus une question de marketing politique, pardon, c'est plus une question accessoire, c'est une question de résilience, c'est une question de survie, c'est une question de qualité de vie, c'est une question d'inégalité sociale et environnementale, c'est une question d'inégalité de santé. Ce qui se passe, c'est que globalement, on a des villes qui sont aménagées, qui sont extrêmement, on a des endroits où on n'a absolument pas accès à la nature. Alors je viens d'une ville qui a la matière 13 mètres carrés par habitant, c'est-à-dire moins qu'à Paris qui a 17. Je ne vais pas vous donner les bons chiffres de ceux des villes de l'Ouest, mais à l'Ouest ils font vachement bien et à Strasbourg aussi. Bref, donc, la question c'est l'arbre dans tout ça, dans ce contexte-là. Comment on fait pour changer de paradigme? On est donc dans un contexte de métropole, de surmétropolisation, où on est surdensifié, on a des problèmes de qualité de l'air, on a des questions d'îlots de chaleur. Août, on a eu des températures supérieures à 40 degrés, en même temps on avait des pics de pollution à l'ozone qui sont poursuivis par des pics de pollution en particules.
On devait en plus porter les masques partout. Pour les personnes fragiles, c'était une question beaucoup plus importante que les pouvoirs publics n'ont bien voulu l'entendre. Ce qui renvoie à la question, c'est en ville, l'éco-bénéfice de l'arbre. On n'a pas beaucoup d'éléments sur ces analyses-là, mais il y a quand même Strasbourg qui a commencé à étudier cette chose-là en se basant sur un modèle qui s'appelle iTree, qui a été développé par le service des forêts américain, et donc qui a évalué qu'est-ce que ça apporte l'arbre en ville. Et on commence à se rendre compte que l'arbre en ville, il apporte des choses assez différentes ou des choses supplémentaires de ce qu'apporte l'arbre en milieu rural. Ce n'est pas tout à fait finalement les mêmes fonctions. Et par exemple à Strasbourg, donc on a 588 000 arbres à Strasbourg, ça fait 271 à l'hectare, ça nous dit pas grand-chose. Par contre, on est sur un stockage de carbone qui est potentiellement supérieur par arbre à ce qu'il est en forêt. Parce qu'en fait, il y a plus de carbone à stocker. Et donc ça renvoie à la capacité d'adaptation du végétal qui s'adapte donc à son contexte. Et donc plus de carbone à stocker, il en stocke. C'est une excellente nouvelle. Donc ça renvoie à la question de la pertinence des forêts urbaines et de ce que l'on peut en faire, bien sûr, faire un objet marketing. Et l'arbre aussi, c'est quelque chose qui capte les poussières. C'est 200 kg par arbre en moyenne. Alors pour un mature, à l'échelle de Strasbourg, ça fait 88 tonnes de polluants tous les ans qui sont captés, qui se déposent sur les feuilles et puis qui retombent au sol à chaque chute à l'automne. Donc on est vraiment sur un besoin d'utiliser l'arbre tout en faisant des trames vertes et bleues, parce que l'objectif c'est d'abord quand même de permettre la circulation des espèces, mais de pouvoir utiliser l'arbre pour ces co-bénéfices dont on a grandement besoin et dont ont particulièrement besoin les populations qui vivent dans les quartiers en politique de la ville ou les riverains des autoroutes, des voies ferrées, ce genre de choses. Et donc, comme on doit passer d'un paradigme où on n'est plus dans de la construction de la ville, parce qu'il est plus, évidemment, il faut s'inscrire dans un contexte de zéro artificialisation, et aussi en ville, on doit rentrer dans un processus de rénovation de la ville, c'est-à-dire comment on refait la ville sur elle, non pas pour faire de la densité, mais peut-être pour rééquilibrer les fonctions en se disant, l'arbre dans tout ça, l'arbre, la biodiversité, la nature, les espaces verts, parce qu'il y a des aménités besoin, l'arbre dans tout ça, et comment il va réussir à s'inscrire, à pouvoir se déployer pour jouer au mieux l'ensemble de ces rôles-là, permettre la circulation des espèces, offrir des aménités, faire en sorte qu'un habitant ait un espace vert à moins de 300 mètres de chez lui, parce que c'est une question de santé. Et donc, il va falloir qu'on commence à activer des outils qui toute la palette du réensauvagement. Le réensauvagement, il va falloir se dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus en charge de l'urbanisme ou de la biodiversité aussi, mais il va falloir taper dans les places de stationnement qui sont inutiles aujourd'hui. On doit taper dans ces places de stationnement pour faire des circuits pédestres, vélos, mais il va falloir aussi planter des arbres, et puis il va falloir penser ces circuits pédestres et ces circuits vélos avec la biodiversité, avec le confort dont on a besoin au quotidien quand on est habitant d'une ville. Voilà, donc c'est un peu une mise en contexte, et avec une dernière chose que je voulais dire pour les éventuels élus en charge, si vous ne l'avez pas encore, première chose, c'est interpeller les gestionnaires de réseau aujourd'hui. Demandez-leur, vous voulez avoir une visibilité, où sont les réseaux au mètre près, voire à cinquantaine de centimètres près, ce qui vous permettra de commencer à analyser tout de suite où est-ce qu'il est possible de pas avoir dans ce truc, c'est pas possible, on a un réseau. Bah, si c'est pas possible parce que vous avez le réseau qui est juste en dessous de la place de stationnement ou qui est juste en dessous du trottoir, et bah tant pis, vous planterez les arbres de la voie. Mais en fait, c'est complètement possible. On a été dépassé par un logiciel technique qui disait la ville ça se construit comme ça, c'est une question technique. Mais non. Maintenant, la question de la ville, c'est la question de la référence, et l'arbre est au cœur de tout ça. Merci Julie et Axel pour la partie sur l'arbre urbain. L'arbre urbain aussi qui est l'arbre périurbain, qui permet la transition notamment vers les zones de campagne, puisque souvent quand on sort de la ville, il y a souvent un petit qui nous appelle pour aller vers les zones de campagne. Et je vais laisser la parole à Catherine Moret sur la partie des zones de campagne. J'ai l'impression que le constat de la ville, on peut faire le même dans les zones
hors forêt et hors ville, donc la campagne, puisque cet arbre, dans les espaces agricoles, on n'en veut pas vraiment non plus. On en a besoin. C'est un héritage du passé, puisque on avait de nombreuses haies et pré-vergers autrefois en France. Donc assez récent finalement, puisque la grande période de l'embocagement en France, c'est 18e, 19e, début du 20e. Mais depuis la dernière guerre, on a perdu 1,4 million de kilomètres de haies en France. 1 kilomètre, c'est à peu près 1 hectare, donc ça vous donne une idée de ce que ça représente en nombre. Donc aujourd'hui, notre patrimoine encore, c'est 750 000 kilomètres de haies, mais on en a encore 11 000 kilomètres par an, ce qui est énorme. Et on en plante à peine 3 000. On va dire que depuis une vingtaine d'années, on a réussi à en replanter 50 000. Mais vous voyez, on a perdu. Donc l'enjeu est important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la résilience de nos exploitations agricoles, pour la résilience de nos campagnes, on a besoin de l'arbre. Parce que l'arbre, il nous apporte plein de bénéfices. Donc, on a parlé du carbone. Une haie, elle stocke du carbone dans sa biomasse aérienne, dans ses racines, dans son sol. Et c'est des vrais puits. Donc, on a à peu près 140 tonnes stockées de carbone dans 1 kilomètre de haie. On a aussi une production de biomasse importante. On a besoin aujourd'hui de transformer l'utilisation de notre énergie fossile par de l'énergie renouvelable. Les haies peuvent en apporter dans certains territoires. À peu près, pour vous donner une idée, 100 haies capitalisent entre 1 à 4 tonnes de bois par an. Donc une exploitation qui va entretenir 1 kilomètre tous les ans peut produire 200 tonnes de bois facilement. Et puis c'est aussi un vrai HLM de biodiversité sous réserve que la haie soit en bon état et qu'elle soit connectées les unes entre les autres. Il faut que les arbres puissent faire un couloir qui permette des déplacements des espèces entre des grandes zones de biodiversité. Mais ce couloir, il peut avoir lieu que si les haies sont en bon état, si les arbres sont en bon état, si ils sont bien gérés. Or, aujourd'hui, nos 750 000 km de haies dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ils sont vieillissants puisqu'ils sont plus renouvelés, ou alors ils sont en très mauvais état parce que entretenus par des outils mécaniques. On les réduit à peau de chagrin, 1 mètre de large. Et cette zone de transition dans l'espace agricole, qui est une zone d'ambiance forestière, eh bien, on n'a plus, puisqu'on les réduit à peau de chagrin. Pourtant, ça peut remplir plein de rôles pour l'agriculture. Auxiliaire de culture, abri pour les animaux, et de stocker les eaux avec les phénomènes de sécheresse qu'on connaît de plus en plus. Mais si demain on veut remplir les objectifs de l'arbre en campagne, il faudrait aujourd'hui commencer à planter le double de ce qu'on plante aujourd'hui pour qu'en 2050, les arbres de nos campagnes puissent couvrir à peu près 15% de la consommation énergétique agricole et couvrir 10% de stockage de carbone, d'émissions agricoles. Donc on compte encore. Donc quelle solution il faut trouver? Donc nous, au niveau de la fac, c'est un réseau de 200 structures qui travaillent sur l'arbre hors forêt. Donc l'arbre hors forêt, c'est très large, puisqu'on a parlé des haies, parce que 80% de l'arbre en campagne, c'est des haies. Mais ça concerne aussi les vergers, ça va concerner aussi la plantation en plein champ, donc on appelle l'agroforesterie intraparcellaire. Mais ça concerne aussi le sylvopastoralisme dans les zones plus de sud de la France. Donc toutes ces structures vont travailler sur l'accompagnement des agriculteurs pour leur redonner la connaissance de l'arbre. Puisque cette culture, ils l'ont perdue. Ils ne savent plus comment un arbre, ça se plante, ça s'entretient et ça se gère sur le long terme pour permettre son renouvellement. Donc c'est un vrai enjeu, c'est de rapporter la connaissance technique aux agriculteurs pour qu'ils reconnaissent les bienfaits de l'arbre, mais qu'ils sachent le gérer sur le long terme. Puis, donc, le deuxième enjeu et la deuxième solution, c'est de redonner une valeur à cet arbre. Puisque l'agriculteur, il ne va pas l'entretenir pour faire plaisir. Il a aussi besoin de vivre. Et aujourd'hui, l'arbre, il peut lui apporter une valeur économique, un nouvel atelier dans son exploitation. Par l'énergie qu'il peut en produire pour approvisionner des filières locales en énergie issue des bois, ou alors retrouver aussi dans des constructions locales
ou de l'ameublement. Mais il faut construire des filières locales, bien gérées, durables, et donc on est capable de maîtriser. Donc dans ce cadre-là, la fac a mis en place un tout nouveau label, depuis le 4 octobre dernier, qui s'appelle le label E, et qui a un double objectif. Dans un premier temps, c'est de reconnaître la gestion durable des haies et d'accompagner les agriculteurs dans cette manière de gérer leurs haies et leurs arbres. Donc ce label, c'est une certification avec un organisme extérieur, mais aussi avec tout un travail de pair avec des pairs, avec des audits internes. Et d'autre part, ce label a un autre cahier des charges, c'est de certifier les bois qui rentrent dans les chaudières en particulier, mais aussi demain pour des filières bois d'œuvre, est issu d'une filière locale avec gérée durablement. Et une autre manière de donner de la valeur à cette haie, c'est de reconnaître les services écosystémiques qu'apporte cette haie pour la société. C'est une ressource générale, c'est une ressource d'intérêt général. Et donc, il faut aider les agriculteurs à l'entretenir. On est co-responsable de ces arbres. On ne peut pas dire à l'agriculteur, débrouille-toi avec, la main-d'œuvre a beaucoup diminué. Aujourd'hui, l'exploitation se gère avec 2 fois moins de main-d'œuvre. Et donc, il faut redonner un intérêt économique, mais il faut lui donner les moyens de l'entretenir. Et reconnaître ses services environnementaux est une manière. Et les enjeux aujourd'hui qui est en cours de négociation, c'est la politique commune, qui est en phase de négociation, qui va arriver pour 2023. Et là, on doit retrouver toute sa place. Pendant des années, on a la politique agricole commune détruit la. Alors c'est un petit peu moins vrai dans les dernières, en particulier dans la toute dernière, mais c'est encore pas suffisant. Il faut que la PAC, au demain, elle préserve les haies et les arbres, qu'elle accompagne les agriculteurs en redonnant une valeur économique pour ses services. Donc, on va avoir un outil qui s'appelle les paiements pour services environnementaux dans le premier pilier de la PAC. Il faut pouvoir s'en saisir pour permettre une rémunération des agriculteurs qui entretiennent les arbres. Et donc là, le label dont je vous ai parlé tout à l'heure est un outil à disposition puisque, par une certification extérieure, il peut simplement permettre de connaître cette vision les arbres dans les exploitations. Enfin, c'est de continuer à accompagner les agriculteurs pour leur redonner cette connaissance et les accompagner pour planter dans tous les systèmes agricoles. Les systèmes peuvent intégrer de l'arbre dans leur manière de fonctionner, sur l'élevage, en premier lieu, mais aussi les grandes cultures, mais aussi le maraîchage. Donc, techniquement, on sait faire, mais il faut savoir accompagner, et savoir accompagner les arbres sur le long terme. Puisque tout va, tous les plans politiques des aides à la plantation, et puis après, il n'y a plus rien. Mais un arbre, on le plante pour les 100 ans à venir. Et les services qu'on attend de lui, il ne les remplira pas la première année, il va les remplir au bout de 30 ans. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner les agriculteurs durant tout ce temps, pas juste la première année pour la plantation. L'investissement, bien sûr, ça a un coût. Il faut l'aider, mais il faut l'aider sur le long terme. Merci. Merci. Suite à cette partie, merci Catherine sur l'arbre rural, le maillage de haies et les arbres épars, à ne pas oublier. Je vais passer la parole à Adeline de FNE et puis Toussaint sur la partie en forêt, la partie forestière. Oui, bon. Alors, juste une petite précision, je suis coordinatrice du réseau forêt et pas du réseau haies de France Nature Environnement. Voilà. On a déjà beaucoup parlé donc, de l'arbre en lui-même. Là, je vais commencer par parler des forêts, donc d'un arbre en soi, mais des arbres de manière générale. Et en France, donc des forêts françaises pour commencer. Et je terminerai sur ce qu'on va appeler la déforestation. La déforestation qui a lieu, par exemple, à l'autre bout du monde, mais qui est liée à notre consommation, nous, en Europe. Sur les forêts françaises, pour commencer rapidement, déjà, c'est 30% du territoire, donc à peu près un tiers du territoire qui est couvert par les forêts en France. Ça monte beaucoup plus, on passe jusqu'à 95% en Guyane. Donc, c'est
Aujourd'hui, en France, on a des forêts. La question n'est pas de la déforestation en France métropolitaine, pas la question, ça va être plutôt la question de ce qu'on va appeler la malforestation. C'est comment on va gérer ces forêts, comment on va les exploiter plutôt que la surface forestière en elle-même. On a une forêt qui est majoritairement feuillue, donc des forêts tempérées. On va trouver aussi les autres de forêts, on va trouver des forêts tropicales bah justement dans les outre-mer comme la Guyane par exemple, ou la Martinique ou la Guadeloupe. On peut aussi trouver par exemple des forêts boréales à Saint-Miquelon. Donc on a la chance d'avoir différents types de forêts au sein de notre territoire. En métropole, la forêt est majoritairement privée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. 75% de la forêt elle est privée, donc ce n'est pas des forêts publiques. Et l'ONF, l'Office national des forêts, est le gestionnaire des forêts publiques et donc s'occupe uniquement de 25% des forêts. Le reste, c'est des forestiers privés qui les gèrent. Et puis quelques informations aussi sur les forêts, hein. Donc on en a déjà parlé, c'est un important puits de carbone, ça absorbe 10 à 12 émissions annuelles par la France au niveau national. C'est vraiment un refuge de biodiversité. Les forêts tropicales, c'est entre à peu près 80%, 80% des espèces qu'on va trouver, de la biodiversité se trouve en forêt tropicale. Aujourd'hui, nous, au sein de environnement et avec d'autres ONG évidemment, on va défendre les forêts préservées et on va pour cela mettre en avant différents principes. On a fait un rapport récemment que je vous montre, je ne sais pas où je dois le montrer, mais je vais essayer de le montrer pour que ça se voit. Voilà, par là. Donc c'est un rapport qui s'appelle Forêt française en crise, qui a été fait avec Humanité Biodiversité, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, l'UICN, les réserves naturelles et le WWF. Et donc on a fait par rapport à une mission faite par une qui s'appelle Anne-Laure Catelot sur les forêts françaises, donc voilà pour apporter notre contribution. Et donc on défend quelques principes, donc notamment assurer une gestion multifonctionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par une gestion multifonctionnelle? Comme on l'a dit, comme je l'ai dit, les forêts, c'est pas seulement des arbres avec une ressource en bois, c'est un carbone, c'est un refuge pour la biodiversité, ça permet la filtration de l'air, ça permet la filtration de l'eau, ça apporte plein de choses sur plein de fonctions. Et il faut que toutes ces fonctions, elles soient prises en compte dans la gestion qu'on occupe, qu'on met en place dans nos forêts. On ne va pas faire une gestion uniquement pour récolter du bois. On veut aussi que cette gestion, elle permette aux forêts d'assurer leurs fonctions. Pour cela, on va remettre la biodiversité au cœur des politiques forestières. La biodiversité, c'est une résilience, ça apporte une résilience aux forêts en fait. Si on a une forêt qui est diversifiée, qui a plusieurs strates, elle sera plus résistante, plus résiliente aux adaptations, au changement climatique. Et à l'heure actuelle, où on voit que le changement climatique est très rapide, s'accélère, il est encore plus important de remettre cette biodiversité au sein de la gestion forestière. C'est également important en soi pour la biodiversité, puisqu'on sait qu'on est en ce moment dans une crise où il y a une forte extinction de la biodiversité. Je l'ai dit, la forêt est un refuge pour cette biodiversité, donc pour protéger aussi cette biodiversité, il est important de la remettre au cœur de notre gestion. Il va falloir aussi permettre aux forêts et aux forestiers d'être en capacité de répondre à la crise climatique. Donc pour cela, c'est-à-dire à la fois de permettre aux forêts de faire leur rôle, on va dire, d'atténuation, donc d'être ce puits de carbone important pour absorber les émissions notamment de CO2, mais également d'être en capacité de s'adapter, puisque le changement climatique est tellement rapide que si on n'aide pas les forêts à s'adapter, il va y avoir une forte mortalité. Il y a déjà des mortalités en forêt depuis 2018. On a une crise qui s'appelle la crise des scolites. C'est un insecte ravageur qui décime les épicéas dans l'est de la France et également dans plusieurs pays d'Europe, avec des très très fortes mortalités des arbres. Et il va falloir... Les épicéas ne pourront pas repousser là où ils ont été détruits par les scolites. Il va falloir autre chose. Ça a été dit au début, ce qu'il faut voir, c'est quoi et comment le planter, et certainement pas planter tout et n'importe quoi, mais il va falloir quand même parler d'adaptation des forêts au changement climatique. Et enfin, depuis quelques années maintenant, les citoyens s'intéressent de plus au sort de leurs forêts. On a des mouvements citoyens, c'est lié aussi avec les prises de conscience, par exemple, avec le
livre de Peter Wohlleben, l'intelligence des arbres, la vie secrète des arbres. Le film s'appelle L'intelligence des arbres. Donc voilà, on en a pas mal parlé. Et il faut que ces citoyens retrouvent leur place dans la gestion des forêts. C'est ce qu'a dit un petit peu Axel avec pour l'arbre en ville. Et ben, c'est également valable pour les forêts. Il faut que les citoyens retrouvent toute leur place dans la gestion des forêts, qu'ils aient leur mot à dire. Pour cela, on propose notamment des conseils territoriaux où les citoyens, les ONG auraient place pour donner leur avis sur la gestion forestière. Et je voulais donc dire un mot aussi sur la déforestation importée. Donc je l'ai dit, en France métropolitaine, on n'a pas le problème de déforestation. On a un code forestier, donc une loi qui protège assez bien les forêts. Si vous détruisez une forêt, vous devez renouveler les arbres que vous avez détruits en les replantant. Ça va poser donc des questions de ce qu'on peut planter à la place. Si vous remplacez une forêt de feuillus semi-naturelle par une forêt résineux uniquement, monospécifique, vous allez avoir donc possiblement de la malforestation, mais vous gardez ce qu'on appelle une forêt. Alors, est-ce que le mot forêt est adapté ou est-ce que c'est plutôt un champ d'arbres? Là, tout est la question. Mais en attendant, vous avez quand même une protection. Par contre, dans le monde, on n'a pas forcément cette protection sur la déforestation, et même si on lutte contre, il en reste encore. En ce moment, en Amazonie, les feux de forêt explosent. Ces feux, ils ne sont pas seulement d'origine naturelle, ils sont faits par des agriculteurs, par des gros propriétaires qui mettent le feu à la forêt de façon à récupérer les terres pour en faire derrière de l'agriculture, pour en faire du soja, pour en faire du bœuf. Et en fait, savoir que ces exploitations, là, elles servent à la consommation des marchés, notamment français et européens. L'agriculture dans le monde, enfin le soja, l'huile de palme, le bœuf et le cacao, c'est 80% de la déforestation dans le monde. Et ça vient alimenter notre consommation. Le soja, on en mange à travers le poulet et le porc qu'on achète en France, transformé, et qui va en fait servir... ce soja va alimenter ce que derrière nous allons manger. L'huile de palme, on va en trouver dans certains produits comme le Nutella, comme certains gâteaux, etc. Notamment dans tout ce qui est carburant aujourd'hui, avec notamment les nouvelles lois en la matière. Le cacao, évidemment, hein, vous savez où on le trouve. Le bœuf, pareil. Donc, il y a matière à lutter contre cette déforestation importée. Notamment pour ça, on a une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui demande aux entreprises de respecter dans leur chaîne d'approvisionnement les droits, de respecter les droits environnementaux et les droits sociaux, donc aussi les droits des populations autochtones. On a une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Maintenant, au niveau français, on commence à avoir des... Il faut passer au niveau européen et avoir une loi qui donne au niveau européen les mêmes obligations à tous les pays membres. Merci. Merci beaucoup Adeline et merci à l'ensemble des commissions force invitantes de cet atelier. Alors du coup, ça m'invite à poursuivre sur le devoir de vigilance au niveau européen et ce qu'on est en train de travailler, mais je veux faire quand même un petit détour d'abord. L'arbre et la forêt, on l'aura compris depuis tout à l'heure, c'est extrêmement politique. C'est politique en ville, et Axel l'a dit, effectivement, il y a eu une course, dans la course au greenwashing qu'on observe dans la plupart des partis concurrents, voire adversaires de l'écologie politique. On prétend qu'on va planter quelques arbres et puis que ça va faire de nous des endroits verts, alors que l'arbre et la forêt, c'est un enjeu d'hébergement de la biodiversité ordinaire qui est elle aussi extrêmement attaquée, même si on parle souvent des espèces sauvages en voie de disparition, mais la biodiversité ordinaire est particulièrement attaquée et doit être protégée. C'est un enjeu d'équité sociale, Julie l'a rappelé. C'est aussi un enjeu dans nos campagnes, dans nos montagnes, dans les outre-mer a fortiori. C'est un enjeu véritablement politique parce que quand on choisit d'autoriser les coupes rases, notamment ces forêts pleines de biodiversité dont parlait Adeline, pour les remplacer par des forêts de résineux, sur lesquelles par ailleurs on peut verser des de pesticides sans se préoccuper de ce qu'il y a autour, parce que c'est tuer la pour extraire la moelle financière de nos forêts, de nos arbres, de nos champs d'arbres. Quand on décide de poursuivre, de mettre en place une stratégie nationale pour la biodiversité sans mettre d'actes derrière les mots, quand on décide de mettre en place une loi sur le devoir de vigilance et qu'encore un rapport nous montrait que la intégralité des entreprises qui pourraient être concernées par ce devoir de vigilance sur les forêts n'ont absolument pas agi en faveur de l'arrêt de la déforestation. Eh bien, quand on regarde tout ça, on comprend bien qu'il y a les mots politiques comme dans beaucoup de domaines et puis il y a les actes et qu'on est là dans un domaine qui correspond à la fois
notre rapport au vivant, tout de suite, mais aussi aux politiques qu'on a envie de mettre en place, aux politiques publiques, à l'affirmation des communs citoyens, l'affirmation des communs citoyens naturels. Pour moi, c'est important de distinguer les communs naturels des biens communs. Une forêt, ça vit. C'est justement ce qui fait que c'est bien. Mais voilà, donc on sent bien qu'on s'affronte à des lobbies, à des intérêts économiques, que c'est bien toute une organisation qui remettre en cause, d'où le fait que ce sujet soit éminemment politique et mérite toute sa place ici à nos journées d'été. Je disais à l'instant, l'arbre c'est la vie, je crois que ça a été très bien montré dans La vie secrète des arbres. Ce que je dis beaucoup, on s'intéresse énormément au bien-être animal, on en parle partout. Et l'éthologie, c'est depuis plus de 50 ans. Or, on est simplement aujourd'hui en train de découvrir que les arbres respirent, ont des pulsations de cœur, ressentent de la douleur, de la mémoire et communiquent entre eux. Communiquent entre eux via des réseaux de champignons notamment, mais pas seulement. Et donc on voit bien que c'est un organisme vivant. Un arbre seul est un organisme vivant, mais un massif forestier, alors j'ai le mot qui m'échappe, mais vous voyez un groupement d'arbres qui forment forêt, qui forment un espace de biodiversité, est un organisme vivant en tant que tel. J'aimerais aussi faire un saut sur la période qu'on traverse aujourd'hui. On est en plein choc de ralentissement de l'économie, on est en pleine pandémie, des milliers de morts, encore que la pollution de l'air, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle plus de la Covid-19 que de la pollution de l'air, mais on sait aujourd'hui, on le savait déjà depuis longtemps, mais de nombreuses études du PNUE et de l'ONU, l'Université de Londres, de Cambridge, de Californie, le Provenge, nous montrent que la destruction de l'habitat naturel, notamment des forêts, a causé, ou en tout cas accélère, des pandémies qui devraient se démultiplier dans les années qui viennent. L'arbre, la forêt, c'est la vie, aussi parce qu'il y a des populations qui vivent dans ces forêts, les peuples autochtones évidemment, mais en France aussi, et pas seulement en Guyane, on a des populations qui vivent dans ces forêts. Et je tiens à souligner que parmi les 212 défenseurs de l'environnement qui sont morts encore en 2019, et ils sont très nombreux chaque année à être harcelés, réprimés, violentés par les mafias, mais parfois aussi par les forces de l'ordre des États dans lesquels ils vivent, mais ces 212 morts, un nombre d'entre eux sont en réalité des défenseurs des forêts. Je veux aussi dire que l'arbre et la forêt, c'est aussi un instrument de libération. Et là, je veux faire un petit saut dans les années 70, avec les écoféministes, notamment le mouvement Green Belt en Inde, le mouvement Green Belt au Kenya, le mouvement ECO en Inde, mais aussi des instruments de libération face à l'impérialisme. Là, je pense un petit peu à Chico Mendes au Brésil ou à Thomas Sankara au Burkina Faso. En bref, on a besoin de ces arbres et de cette forêt pour tout un tas de raisons, diverses et variées, aussi pour la dignité de l'être humain, mais on doit aussi reconnaître la dignité du vivant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Je vais un peu vite, mais c'est parce qu'on a un temps restreint. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour protéger cet arbre et cette forêt? On en a déjà parlé un petit peu ensemble. Moi, je vais peut-être faire un saut aussi de ce qu'on peut faire du côté de l'Union européenne, puisque c'est au Parlement européen que je siège. L'une des premières choses qu'on peut faire pour protéger les forêts aujourd'hui, c'est de s'opposer à l'accord du Mercosur. Pourquoi? Parce que le Mercosur, ça va évidemment démultiplier le commerce, notamment de soja et de bœuf, qui détruisent aujourd'hui la forêt amazonienne. Le Mercosur, ça va aussi démultiplier les acquisitions des terres. Et ce qu'on observe aujourd'hui, et il y a un récent rapport de Carbon Brief qui le montre très bien, c'est que la plupart des acquisitions des terres aujourd'hui dans le monde se font par l'achat de terres par des populations étrangères qui ne vivent pas dans le pays dont ils ont les terres, et que par ailleurs ça accélère de manière massive la déforestation dans le monde. Alors on doit dire stop au Mercosur. Angela Merkel aurait annoncé à Greta Thunberg et ses camarades activistes pour le climat qu'elle ne souhaitait pas signer aujourd'hui, qu'elle souhaitait le reporter. Nous, on le sait, Notre-Dame-des-Landes, de report en report, gagner, et surtout, on a besoin face à l'accélération de la crise environnementale, qu'on ne se contente plus de et de supposés critères contraignants, qu'on mette fin définitivement à ces accords de commerce qui sont tout à fait nuisibles. Je regarde les animateurs en me demandant combien de temps il me reste. La question des défenseurs de l'environnement, elle est centrale. Je vous en dis un mot. Aujourd'hui, quand on demande aux autorités françaises ou européennes « Qu'est-ce que vous faites pour les défenseurs de l'environnement ?» Ils nous disent « Écoutez, on ne fait rien, ce sera un gaspillage d'argent public. » Les ONG s'enchaînent. Nous, on le sait, on a besoin d'une diplomatie qui protège aussi les défenseurs de celles et ceux qui nous protègent et qui permettent de garantir la vie sur Terre aujourd'hui. Il y a une proposition, j'en ai parlé hier, qui a émergé de la Convention citoyenne qui est essentielle. C'est la proposition de reconnaître l'écocide. Grave crime contre
environnement qui sont aujourd'hui impunis. Ça fait son chemin au Brésil. Il y a eu une proposition de loi relative à l'effondrement des barrages considérés comme des écocides parce que ça détruit des tas d'écosystèmes qui est en cours de discussion. On a besoin de se mobiliser aussi partout dans le monde, tous ensemble, pour faire face à ces écocides. Et je rappelle que l'écocide le plus reconnu aujourd'hui, c'est celui perpétré avec l'agent orange et la dioxine au Vietnam dans les années 60 et 70 pendant la guerre et qui avait pour vocation de détruire les forêts pour détruire les Vietnamiennes et les Vietnamiens qui vivaient dans les forêts. Et donc on voit bien qu'il y a un lien entre cette forêt, ces arbres et puis la question des crimes contre l'environnement. Au niveau européen, quand on discute de protéger les forêts dans le monde, on souligne aussi le rôle de la réforme de la PAC, pas seulement pour protéger les haies et les forêts sur notre territoire, comme le défend la FAC, mais aussi parce qu'en ayant un régime moins carné, évidemment, on va moins impacter, moins ponctionner sur l'ensemble des forêts du monde. Enfin, sur cette question du devoir de vigilance, oui, on a de la loi au niveau français, un règlement qui repose à peu près sur les mêmes fondamentaux, même si c'est un petit peu plus faible, qui existe déjà au niveau européen. On est en train aujourd'hui de garer pour qu'il y ait une loi sur le devoir de vigilance plus forte et aussi une stratégie particulière sur la fin de la déforestation dans le monde qui soit adoptée au niveau européen. Et peut-être même que l'Union européenne pourrait aller plus loin que la France, parce qu'au-delà des pénalités civiles qui sont incluses dans la loi française, on pourrait y ajouter une responsabilité pénale des dirigeants. Et je pense à Nike pour le cuir, par exemple, je pense à McDonald's, je pense à Carrefour, à Casino, voilà, toutes ces entreprises qui aujourd'hui contribuent à la déforestation dans le monde à partir de notre consommation. Et puis pour finir, je promets, je finis dans 1 ou 2 minutes, max. Pour finir, l'arbre c'est la vie, mais donc si on ne veut pas qu'il y ait seulement une approche utilitaire, si on veut qu'il y ait de la vie, eh bien il faut considérer la dignité, reconnaître la dignité de l'arbre et des forêts. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des articles phares de la bataille pour la reconnaissance des droits de la nature dans le monde, c'est l'article écrit par Christopher Stone en 1972 dans une affaire où, pas McDonald's, Walt Disney voulait installer un grand parc sur une de séquoias centenaires en Californie. Le livre s'appelle « Les droits doivent-ils pouvoir plaider ?» et depuis, on voit apparaître la reconnaissance des droits de la nature partout sur la planète avec une très belle décision, notamment entre autres, de la Cour suprême de Colombie qui octroie des droits à la forêt amazonienne sur son territoire. On voit de telles initiatives émerger aussi ces dernières années des villes et des citoyens. Il y a eu un grand manifeste qui est parti de Séville en 2018 parce que les citoyens se sont alliés contre l'abattage de 600 arbres dans la ville. Il y a eu le 5 avril 2019, sur l'impulsion de l'association Arbres, une déclaration solennelle, officieuse certes, mais des droits des arbres à l'Assemblée nationale, qui est signée depuis par un nombre croissant de collectivités. J'espère que nos élus leur prendront la suite. Et puis, il y a eu la citoyenne qui a à son tour dénoncé les coupes rases et la disparition des arbres remarquables. La Constitution fédérale suisse reconnaît la dignité de la plante. Nous, on peut et on doit le faire aussi au niveau du droit français, de la Constitution française si c'est possible, dans nos régions, dans nos collectivités, dans nos intercos, dans nos villes. On peut avancer vers la reconnaissance de la dignité des éléments naturels, de ces communs naturels, et on peut changer profondément notre rapport humain avec le vivant, ce qui transformera aussi nos politiques publiques. Merci Marie. On va passer, voir s'il y a des questions. Oui, j'ai 2 questions très concrètes. J'habite à Carrières-sur-Seine, entre Houille et Sartrouville. J'habite dans un quartier populaire qui fait une trentaine d'hectares, 2500 habitants. J'ai compté les arbres. Bon, il y en a à peu près 200. Et j'ai envie de proposer de multiplier, de passer à 400. Ma question, c'est est-ce qu'il est raisonnable que je propose de planter 200 arbres fruitiers? C'est-à-dire qu'on peut manger. Voilà, ça c'est ma question. Deuxième question, juste à côté de ma cité, il y a 200 hectares de maraîchage de salades. C'est-à-dire 30% des salades mangées en Île-de-France, ça vient de la plaine de Montesson. Plante 200 hectares de champs de salade, mais pas de haies.
Alors, est-ce que c'est raisonnable de proposer à ce qu'il y ait des haies? Prenez une autre question ou vous répondez à celle-là? Je vais vous tenir le micro par contre. Si vous voulez vous lever. Ouais, d'accord. Oui, moi c'était sur les. Bonjour, sur les haies. C'était sur les haies, donc ça vous concerne. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant là qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place là d'aide aux agriculteurs, donc pour maintenir les haies, c'est bien ça. C'est depuis, ouais, vous me direz après, depuis combien d'années ça existe, parce que voilà, donc ça, savoir depuis quand ça existe. Deuxièmement, moi j'avais lu quelque part que justement ça revenait, qu'on en replantait, que c'était un mouvement général. Je voudrais savoir si c'est exact. Alors je ne sais pas si c'est la même chose. Moi je ne le constate pas quand je me promène dans les différentes régions. Il paraît que ça revient, donc je voudrais savoir si c'est exact ou pas. Et troisième point, c'est un peu un autre sujet, mais ça touche aux questions de paysage, donc ça me paraît très important, la question des bâtiments agricoles. Je constate dans certaines régions qui ont un paysage extrêmement joli, de collines, de haies, justement, qu'on autorise n'importe quel bâtiment agricole, parce que la commune n'est pas sensibilisée du tout aux questions de paysage. Et notamment pour certains bâtiments, j'avais vu qu'il y avait des aides au niveau européen. Donc je me dis zut, si ça aide les agriculteurs, mais qu'en même temps on détruit le paysage, et il y a un petit problème quelque part. Voilà, c'est les trois. Ouais, pour répondre à la première question, donc sur la plantation des 200 arbres dans le quartier dont je n'ai pas retenu le nom, par contre j'ai entendu que ce quartier faisait 30 hectares. Vous me parlez de 30 arbres, de 200 arbres sur 30 hectares. C'est extraordinairement peu. C'est extraordinairement peu. Donc, pour répondre à la question sur le nombre, enfin voilà, je vous rappelle la donnée que j'ai donnée tout à l'heure. Après, tous les territoires ne sont pas égaux et n'atteignent pas le niveau de couverture arborée de Strasbourg, mais Strasbourg, 271 arbres à l'hectare. Donc voilà, c'est tout à fait raisonnable en termes de la deuxième partie de la question, elle portait est-ce que c'est raisonnable de planter des arbres fruitiers? Bah oui. Alors moi, en tant que citoyenne, avant d'être aujourd'hui d'élue d'opposition, j'ai porté un projet comme ça à Lille. Et quelques enseignements qu'on en ressort. L'idéal, c'est effectivement d'avoir cette espèce de trame qui se mange. Ça a été fait à Grande-Synthe par Damien Carême notamment, en proximité de quartiers politiques de la ville. Ça s'intègre complètement dans une logique de résilience alimentaire. Et d'ailleurs, l'arbre fruitier en ville peut être le premier ingrédient, et parfois le seul, hein, quand on a vraiment une grosse concurrence foncière, ça doit être le premier ingrédient de cette logique d'autonomie alimentaire. Parce que dans plein de villes, on n'atteindra jamais l'autonomie alimentaire, mais par contre, on peut vachement avancer sur le fruitier et sur cet aspect-là de l'autonomie alimentaire. La problématique, ça va être que cet arbre fruitier, quand on est sur de la pelouse, ça va très bien, il n'y a pas trop de problématiques. Si vous êtes en linéaire de voirie, ce genre de choses, là, il va falloir quasiment que vous fassiez une opération adopte un arbre. Comme ça, vous assurez que le riverain le plus proche va se charger de l'entretien, que vous n'allez pas vous multiplier les plaintes parce qu'il y a des pommes pourries au sol, parce qu'il y a des enfants qui ont secoué un arbre et que du coup tout est par terre. Alors les fruits ils sont mûrs et donc c'est du gâchis. Il va falloir aussi se poser la question que les fruits ne soient pas mangés avant qu'ils soient mûrs et de pouvoir communiquer un petit peu ce genre de choses. Donc plus vous êtes proche de l'habitat et plus problématique et plus on est dans une logique d'appropriation, d'éducation, mais avec l'opportunité de reconstruire ce lien à la nature. Et après, dernière chose, évidemment, vous allez chercher des espèces locales. Généralement, il y a toujours des acteurs dans toutes les régions qui savent très bien faire ça. Et vous plantez exclusivement des espèces locales qui ne vont pas poser problème sur la ressource en eau dans le territoire, parce que de chance que vous soyez aussi dans un territoire menacé par le manque d'eau. Pour répondre aux deux questions, effectivement, planter des arbres sur 200 hectares, il y a largement de quoi faire, planter des haies, sans impacter les cultures maraîchères, même en service. Par contre, il faut que ça soit accepté par l'agriculteur, hein, puisque
planter des arbres qui en aient envie et n'auront pas de durabilité. Donc c'est vraiment un travail sur le système qu'il faut faire. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on réintègre l'arbre dans le système agricole et pas qu'il soit en bord de champ seulement. Et donc, vous avez raison, madame, aujourd'hui, on perd plus d'arbres qu'on en plante encore. On a à peu près un déficit, on en perd à peu près 11 000, on en plante à peu près 2500. Donc vous voyez qu'on en perd encore énormément. On en perd mais on en perd beaucoup par la dégradation qu'on leur apporte, parce qu'on ne sait pas bien les entretenir et les renouveler. Parce qu'au contraire de la forêt, l'arbre dans les parcelles agricoles, il a été planté par l'homme pour le besoin de l'homme. Il est linéaire et on lui donne un espace qui est restreint. Donc ce n'est pas si simple que ça de le renouveler, puisqu'on souhaite le maintenir dans un espace contraint. Et donc enfin, pour répondre à la question, c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, de redonner une valeur à cet arbre pour l'agriculteur. Donc de nombreux agriculteurs replantent. À peu près, une enquête du ministère disait que dans les années, en 2010, que 277 000 agriculteurs avaient déclaré encore entretenir des arbres en France. Et donc il y a encore du potentiel. Nous, on travaille avec de nombreux agriculteurs qui réintègrent l'arbre ou qui le maintiennent. Il y a des territoires en France qui ont encore des densités très importantes, mais c'est urgent. C'est urgent de faire quelque chose. Et les solutions, donc le label A dont je vous parle, il est sorti le 4 octobre dernier, c'est tout récent. On commence à le déployer partout en France. Donc demain, c'est plus de 40 structures, 40 groupes d'agriculteurs qui vont le mettre en place. On démarre. Et la solution dont je parlais, la PAC, c'est aujourd'hui qu'il faut la discuter, puisque il faut redonner cette place de l'arbre dans les aides apportées. On a la Commission européenne vient de voter une stratégie pour la biodiversité. Dedans, on parle de 10% d'infrastructures agroécologiques à mettre en place. L'arbre est une clé de ces structures, puisque, encore une fois, à maintes reprises, il remplit plein d'avantages. Mais beaucoup de travail est encore devant nous. Merci, merci. On va passer. Quelqu'un veut dire un dernier mot? Oui, on peut faire un petit tour rapide en un mot qui ressort pour des différents intervenants sur l'arbre. Pour ma part, c'est un peu formation. Voilà, formation, former les professionnels, former les gestionnaires de la ville à l'arbre, et comme on a dit. Moi, au-delà de la ville, je vous invite à réfléchir aux délaissés tout autour de vous. Parce que là, vous avez des potentiels de trames forestières autour qui partiraient de la ville, et ça, ce serait une vraie nouveauté, un potentiel qui n'est pas exploité aujourd'hui. Moi, je mettrais citoyen. Et moi, je mettrais urgence. Merci à Ça passe à une vitesse, faut être efficace, quoi. Ah bah c'est pas les pénibles 2 heures sur la grande scène. Une question sur les